Bonjour à tous. Donc, le conseil communautaire commence, il est 14h35. Donc, pour l'appel, je suis présent. Madame Monnier donne coopération à moi-même. Madame Aubert. Monsieur Friedler. Président. Monsieur Barthélémy. Monsieur Castel. Madame Verpine. Madame Arnaud. Monsieur Jourdan donne coopération à Monsieur Béléda. Monsieur Alter. Madame Canol. Monsieur Granet. Madame Bazella. Monsieur Porcu. Donne coopération à Madame. Non, absent. il est absent. Oui. Madame. Non. Attends, qu'est-ce qu'il parle? Sauf sorti. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas. Monsieur Porcu. Absent. Madame Peteretsky. Donne coopération à Madame Thibault. Monsieur Migliacchino. Madame Thibault. Monsieur Garcia. Monsieur de Maria. Absent. Monsieur Bottero. Présent. Madame Samat. Présent. Monsieur Ferrara. Madame Guiraud. Monsieur Joannon. Madame Goard. Bonne procuration à Philippe Barthélémy. Monsieur Baudet. Présent. Madame Lardéloire. Présent. Madame Sterjean. Présente. Monsieur Béléda. Présent. Madame Bonifay. Présent. Monsieur Tessier. Madame Noël. Présente. Madame Long. Madame Serre. Présent. Monsieur Collet. Présent. Madame Salle. Présente. Monsieur Perrier. Madame Farty donne procuration à Madame Serre. Monsieur Reynard. Madame Bourron. Présent. Monsieur Rocheteau. Présent. Madame Guérel. Absent. Monsieur Bell. Présent. Donc, nous pouvons valablement délibérer. Je propose Madame Verdine comme secrétaire de séance. Pas d'objection. Alors, une bonne coutume, je voudrais commencer par une petite introduction qui n'a pas complètement de rapport avec le conseil communautaire, mais qui est très importante à mes yeux et je pense que aussi. Nous avons les remerciements de René Jourdan pour la couronne de fleurs qui a été adressée pour les obsèques de son épouse. Donc il me l'a dit en tête à tête lorsque j'y suis allé. Et donc ça. Donc, je voulais vous faire part de manière très succincte et simple. La cérémonie était très simple aussi, à l'image du personnage. J'ai été très, très impressionné par sa dignité, donc, bien évidemment de sa famille. Les amis. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la manière d'être par rapport à ce moment, donc d'être très très dur et en même temps, autant serein, à faire dans sa famille, c'est une personne d'origine ivoirienne. Elle a là-bas des obsèques, c'est une fête. Et ce recul était assez incroyable. Il prenait des nouvelles de toutes les personnes qui s'adressaient à lui, toujours concernées avec des problèmes des uns des autres, questionnés.
ça m'a vraiment impressionné. Et, alors, petite anecdote, je suis arrivé un tout petit peu en retard, parce qu'en fait, j'ai eu une panne de scooter sur le pouce. Donc, maintenant sur le dos, et plus rien. Donc, je lui explique. Et ah bon, c'est laissé embêtant, comment tu fais? Tu sais qui t'a accompagné, à ta venue me chercher, mais où est-ce qu'elle s'est garée? Alors, je suis vraiment impressionné par ce recul que je pouvais avoir dans cette circonstance-là, un homme d'une simplicité et d'une attention à tout ce qui se passe autour de lui. Je suis vraiment impressionné. Bien évidemment, ce condoléances tenant aussi donc la coopération. Voilà, sa manière de raisonner, je me dis, malgré son âge, il va encore plus vite que comme tous. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. La délibération, donc l'Andine étant absente, cette délibération a été répartie entre les élus qui ont accepté au dernier moment, je les en remercie, de présenter cette délibération. Donc on commence par la délibération numéro 1, monsieur Bartet. Est-ce qu'il y a des observations pour le procès-verbal du Conseil communautaire du 29 septembre? C'est une. Elle a accepté. Voilà, donc procès-verbal, c'est bon. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le renouvellement de l'adhésion au marché Reza Orange. Il s'agit, comme c'est explicite, de renouveler l'adhésion de la communauté à Reza Orange, qui est une centrale d'achat. C'est une centrale d'achat auquel les communes qui le désirent peuvent, via cette adhésion de la communauté, y adhérer elles-mêmes. Puisqu'un certain nombre de communes se font, Bandol, Saint-Marie, Le Fossé, Signe et Saint-Sion. Voilà, donc il s'agit de renouveler cette convention. C'est une convention, je dis, retour que j'ai de la commune de Saint-Cyr, c'est que, franchement, ce sont des prix qui sont très compétitifs, notamment pour les réseaux téléphoniques, pour l'hébergement dans les clouds, etc. Donc c'est avec enthousiasme que je vous propose le renouvellement de cette adhésion. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, si c'est avec enthousiasme, je pense que. Est-ce que cet enthousiasme du porteur va voir? Je pense qu'il n'y aura aucune objection. Donc, pas d'abstention. Merci. La délibération numéro 2, Monsieur Barthélémy. Alors, délibération numéro 2, je suis aussi enthousiaste que pour la première, puisque vous savez que lorsque l'on est à l'intérieur de notre communauté d'agglomération, on a la compétence du sport, mais on ne l'a pas quand on est à l'extérieur. Donc, quand il y a un arrêt qui se trouve sur la commune de Lioul, on est embêté. C'est la région. Voilà, donc logiquement, il s'agit de passer une province avec la région pour que nous puissions desservir la gare de Lioul avec le réseau de la communauté. Voilà. Donc, toujours avec enthousiasme. Pour vous rassurer, je pense qu'on a vérifié entre-temps, les 400 000 euros, ça va faire sortir en plus de la poche de Saint-Jaune. Pas d'abstention. Délibération numéro 3, Monsieur Philippe Barthélémy. Oui. Alors, pour la troisième, alors là, c'est un enthousiasme encore plus important, puisqu'il s'agit de quelque chose d'assez rare, à savoir une baisse de prix. Voilà. Alors, vous savez que
nous avions délibéré ici même pour le financement du service express régional métropolitain d'Artois-Metz. Et il y avait donc une première phase qui a été prise en charge par la région, et une deuxième où il y avait un partage entre un certain nombre d'institutions, y compris nous-mêmes, pour 2,89%. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'État a pris en charge une partie de cette deuxième phase. Par conséquent, en ce qui concerne cette deuxième phase de consolidation, au lieu que ce soit 1 million d'euros, c'est 282 000. Et pour nous, eh bien, au lieu d'être 20 000 euros, si nous avions voté la dernière fois, ça tombe à 8 167,92 pour être précis. Voilà, donc une baisse de prix, c'est rare. C'est pour ça que l'enthousiasme n'est pas surpris, président. Donc, je suis encore plus enthousiaste de présenter cette délibération. Donc, il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Et on va passer donc à la délibération numéro 4, la modification des statuts de la communauté d'agglomération en matière de cohérence de l'ordre de santé. On avait déjà voté lors du conseil communautaire du 23 juin, de la même façon qu'il y a eu un petit autocal par le GPU, par la préfecture. Ça, c'était également le cas. Donc, pour être tranquille, en fait, il s'agissait de bien définir la répartition de compétences entre l'agglomération et la commune de Landol. Et donc, on a sollicité la préfecture pour savoir exactement ce qu'il fallait qu'on mette pour être en parfaite conformité. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté cette fois-ci. Le principe est toujours le même, c'était la délibération qui a été présentée avec une répartition bien précise de la compétence. Y a-t-il des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Délibération numéro 5, Madame Bourg. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'approuver la convention territoriale globale pour la période 2026-2029 avec la carte du Var et les communes membres. La CTG est une démarche stratégique partenariale qui vise à élaborer un projet de territoire pour maintenir et développer les services aux familles. Elle repose sur un diagnostic partagé avec les partenaires pour définir des priorités et un plan d'action adapté. Elle constitue un outil d'investissement social et territorial, favorisant l'adaptation des équipements et des services aux besoins des familles, l'accès aux droits et la coordination des acteurs. Elle peut couvrir plusieurs domaines: petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap et accompagnement social. 6 axes de travail ont été identifiés. Le premier, il s'agit de répondre aux besoins d'accueil des jeunes enfants et des familles, maintenir et pérenniser l'offre existante, soutenir les structures fragiles et déployer des relais petite enfance, les fameux RPE. L'axe 2, renforcer l'accès des enfants et adolescents aux activités péri- et extrascolaires en développant des espaces pour les jeunes de 14 ans et plus, favoriser l'inclusion des enfants à besoins particuliers, favoriser l'engagement citoyen, notamment à travers des conseils de jeunes et des chantiers citoyens, lutter contre la pénurie de professionnels qualifiés, et puis aussi créer de nouvelles structures, notamment le Club Ado au Castellet, 2026, et l'ACM à Evnos, sur la période 2027-2028. L'axe 3 consiste à soutenir les parents dans l'exercice de leur parentalité, en améliorant la communication, notamment à travers l'application Tipeee, qui est une application dédiée aux parents et qui est portée par la Caisse du Var. Également à travers des ENT, des espaces numériques de travail, développer des événements parentalité, pérenniser et créer des lieux d'accueil parents-enfants et des dispositifs classes, c'est-à-dire contrat local d'accompagnement à la scolarité. L'axe 4, agir en faveur des structures d'animation de la vie sociale, consolider l'espace de vie sociale Castellet Plus et étendre ses actions intercommunales, créer un nouvel EVS sur le littoral.
L'axe 5, il s'agit d'agir en faveur de l'accès aux droits et au logement, en levant les freins à la mobilité, en renforçant les réseaux professionnels et en développant un projet d'inclusion numérique. Enfin, l'axe 6 consiste à renforcer la coordination et la mise en réseau des acteurs, notamment en recrutant un chargé de coopération en 2026 et en créant une dynamique de réseau. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, on va passer à la délibération suivante, qui est l'approbation du schéma directeur intercommunal des eaux pluviales. Donc, pardon. Monsieur Poinon, pardon. Bon, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais vous rendre compte de la démarche SCOT sur la cohérence électorale que chacun connaît, puisqu'on a chaque commune représentée par un élu au sein du SCOT. Donc, le SCOT, en 2 mots, c'est quand même un document d'urbanisme qui, à l'échelle d'un territoire, détermine l'organisation spatiale et les blocs d'orientation du développement. On se retrouve à telle chose. Alors, dans le compte rendu de l'année écoulée 2024, il est rappelé le nombre important de réunions entre les réunions du bureau, du conseil syndical, les thématiques et une bonne tirage de réunions. Moi, j'ai pu être présent une bonne dizaine et certains de mes collègues que j'ai croisés ici ou là ont représenté la communauté d'agglo de la même façon. Les décisions majeures prises en 2024, notamment sur les PLU, le droit local de l'habitat et la contribution à l'agence de la ligne à l'ODAC vache, notamment les interventions sur le SRADET, schéma régional de l'aménagement et développement durable du territoire. La mise en œuvre du SCOT à travers le suivi des procédures, l'accompagnement des projets d'habitat, la participation des marges départementales, au démarche départemental, pourquoi c'est l'ARPO 2050, c'est le plan climat, c'est la mobilité, c'est les stratégies littorales et autres démarches croisées. L'engagement dans la révision numéro 2 du SCOT en janvier 2019, tous les 6 ans, on va faire le bilan du SCOT, et comme il convenait d'intégrer une nouvelle dimension, notamment les particularisations nettes, la question des risques et la question littorale, il était l'ordinaire du temps de lancer la révision pour l'instant 2020, qui va aboutir en quelques temps. Un petit mot sur la gestion budgétaire qui est très rigoureuse au niveau du SCOT. Je ne peux pas dire autre chose. Donc, aujourd'hui, la contribution financière de la communauté d'agglomération, c'est 35 800 et quelques euros, 35 818 euros, soit près de 11% du total du budget, sur la base de 0,55 euros par habitant. C'est quand même pas excessif vu ce que l'on fasse en matière de contribution, de réflexion sur nos territoires. Qu'est-ce que je dois rajouter? La gestion budgétaire, ok. Bon, l'important aussi la condition, puisque vous savez que chacune des communes présentes ici sur la destinataire du compte rendu du bilan de l'année du SCOT 2024. Nous avons tous un exemplaire pour pouvoir utilement le mettre en valeur. Vous savez qu'on a eu ici des réunions de concertation sur le SCOT, en avril 2022, réunion là, puis 2024 aussi, je pense. Bon, là, c'est une démarche vraiment qui nous mobilise tous et qui est fondamentale, puisque on ne peut pas faire le PLU sur la fin SCOT, on ne peut pas. Voilà, c'est toutes les démarches qui sont précoces et qui chapeautent les perspectives pour nous. Voilà, je vous remercie. On prend acte parce que vous avez le droit de faire des commentaires, bien évidemment. Merci. On va passer donc à la délibération suivante sur le schéma directeur des eaux pluviales. Il y a donc
été lancé depuis déjà quelques années, c'était en 2019. Et il est arrivé à un lancement qui a été finalisé en octobre 2023. Cette mission avait été confiée à un bureau d'études, le bureau d'études CEREG, et il y avait 5 phases. Donc la phase 1 qui était un recueil des données, la phase 2 celle du diagnostic, la phase 3, très importante, l'étude de risque, spéciale, donc de montage, aux différentes extrêmement sociales. La phase 4 avec les études technico-économiques des solutions. Et la phase 5 avec donc, le schéma directeur et le zonage pluvial. Une petite précision, on n'a pas procédé aux phases 2 et 4 pour les communes du Bossé et de la Pénière d'Azur, puisqu'elles avaient déjà des schémas directeurs récents. Donc les données ont été intégrées. Pour Ribou, il y a eu seulement la phase 1 et le zonage pluvial, bien sûr. Alors les études ont permis de dégager un certain nombre de conclusions, avec notamment la proposition de programmation et une proposition d'évolution réglementaire au travers d'un zonage pluvial. Et ça, vous êtes au courant, puisque l'arrêt du zonage pluvial a été voté en conseil communautaire le 23 juin dernier, et il doit être approuvé après une enquête publique. Donc, soumis à la concertation et à l'avis. Le programme de travaux est pluriannuel, constitué d'une série d'aménagements qui sont classés pour chaque commune par ordre de priorité, avec notamment la protection des personnels des habitations contre le risque d'inondation pluviale, pour une occurrence de pluie et l'identification des enjeux. Ça a été étudié commune par commune. La limitation du ruissellement sur les espaces publics, donc avec les aménagements réglementaires, la non-aggravation bien évidemment de la situation en aval, et la préservation de la qualité des eaux dans le milieu récepteur, que ce soit les cours d'eau ou la mer. La réalisation du programme de travaux est prévue sur une durée de 25 ans en fonction de 5 niveaux de priorité pour un montant global de 25 000 €, 197 000 hors taxes. Ces travaux seront bien évidemment réalisés en étroite collaboration avec les communes. Vous avez le montant des aménagements qui ont été retenus par commune. Ça, vous voulez dire plus si vous l'avez sous les yeux. L'important, c'est qu'en annexe, vous avez reçu le plan du programme des travaux avec une priorité, avec un somme total, bien évidemment, qui fait 25 197 000 €. Alors, les priorités, comment dire, ça n'est pas quelque chose qui est intangible, auquel on ne touche jamais. Ça sera validé au fil du temps avec les communes, selon leur choix technique et urbanistique. Voilà, juste comme ça en disant que rien n'est inscrit dans le marbre. Je pense que le reste, ça va être pour les questions. Il y a une cartographie qui est réalisée en phase 3 du schéma directeur et qui identifie les parcelles qui sont soumises à un aléa d'inondation par ruissellement. Ça, c'est quand même assez important, ça doit être reporté dans les PLU avec prescription de construction. Nous-mêmes avons voté, arrêté, puis approuvé après quelques modifications et une enquête publique de PLU de Zandvoort. Et bien évidemment, on avait inscrit cet aspect-là, chez le directeur, dans le PLU. Voilà pour la présentation. J'imagine qu'il va y avoir quelques questions. Madame Marie-Noire. Si vous voulez bien, je voudrais revenir sur les ordres de priorité. Concrètement, pour un Saint-Cyrien,
Les aménagements correctifs qui pourraient être envisagés et qui seraient d'ordre de priorité 4, niveau 4, est-ce qu'il peut attendre, comment en fait pourrait-il envisager que ça passe en niveau 1, sachant qu'il y a un manque de coordination entre la commune et la communauté d'agglomération. Bon, pas mal d'usagers ont déjà eu affaire à ce problème, notamment à Saint-Cyr où on souffre régulièrement de nuisances olfactives et autres, inondations, où on se heurte finalement à un service technique qui est bien présent, mais et qui n'a pas toutes les réponses. Donc comment en fait les deux collectivités territoriales pourraient-elles s'accorder pour répondre à l'usager de base? Je laisserai ensuite Philippe Barthélémy compléter ma réponse avec enthousiasme. Ce que je dirais, la réponse, je l'avais un petit peu anticipé tout à l'heure, en disant que rien n'était inscrit dans le marbre, et que bien évidemment, le travail se faisait en collaboration avec les communes. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a une bonne coordination, en tout cas entre Philippe Barthélémy et moi-même, puisqu'on en a discuté à plusieurs reprises. S'il y a des difficultés dans certaines communes, à chaque fois on regardera ce qui se passe sur le terrain et une priorité peut être modifiée. Mais enfin, je ne pense pas que ça soit la vocation du conseil communautaire de rentrer dans le détail des travaux de chaque commune et des difficultés qu'il peut y avoir dans chaque commune et des aménagements, des modifications à envisager par rapport au schéma directeur. Mais je laisse Philippe Barthélémy compléter. Philippe Barthélémy complète bien volontiers en faisant simplement un petit rappel. Là, nous sommes sur un schéma directeur, c'est-à-dire on est sur des travaux lourds, sur des périodes longues. Ça vient d'être rappelé, 25 ans. Et bien évidemment, les choses se passent de la meilleure façon possible entre les services respectifs de la communauté d'agglo et de la commune. Et puis, il y a un deuxième sujet, je pense que c'est à celui-là qu'implicitement il était fait allusion, c'était pas les investissements d'un schéma directeur, mais c'était l'entretien des grilles. Et il ne faut pas confondre l'entretien des grilles avec des travaux profonds. Et en ce qui concerne l'entretien des grilles, je crois que nous avons mis en œuvre une délibération récente, particulièrement utile pour la totalité des communes. Puisque il est vrai qu'il y a des grilles partout dans nos 9 communes, et il est bien évident que les services de la communauté d'agglo ne peuvent pas, compte tenu de leur état actuel, ne peuvent pas aller s'occuper de la totalité des grilles et de la totalité des communes. Et donc, avec beaucoup d'à-propos et de logique, nous avons voté la dernière fois une délibération qui dit ceci: dans chacune des communes, ils veulent soit que les services communaux seront là pour s'occuper des grilles, et en fin d'année, il y aura simplement un état du coût de fonctionnement de ces petits travaux d'entretien, et la communauté d'agglo, puisque c'est la compétence fluviale, remboursera à chacune des 9 communes pour le coût en question. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation où il n'y a aucune espèce d'ambiguïté, où il ne faut pas confondre le court terme et le long terme. Et j'ajoute qu'en ce qui concerne la commune de Saint-Cyr, c'est à l'ordre du jour du prochain conseil que nous aurons justement cette délibération sur l'entretien et les grilles. Donc, ça veut dire en particulier que la grille qui se trouve au bout de la rue de Torrenton, pas loin de l'entrée du lotissement du Guélard, sera naturellement entièrement entretenu par les services municipaux dans le cadre de ce que je viens de dire. Voilà, madame. Alors, je vais compléter
le complément de Philippe Barthélémy. Dans le schéma directeur des eaux pluviales, il y a un certain nombre d'investissements qui sont prévus, mais il n'y a pas que ça. Il y a des travaux qui sont prévus en dehors du schéma directeur des eaux pluviales et qui sont également importants et qui sont des travaux d'entretien. Ça représente un budget qui est à peu près la moitié de celui qui correspond au schéma directeur des eaux pluviales, en tout cas en ce qui concerne 2025, 2026, voire 2027. Une question, M. Potron. Merci, Président. Mes excuses pour mon retard. Je pense que c'est le type même de dossier qui demande à ce que une information succincte, bien entendu, puisque c'est un schéma directeur de long terme, mais néanmoins, je pense qu'il serait bon que chaque commune répercute un peu à son public, à ses concitoyens, la démarche entreprise. Alors vous allez me dire, c'est un schéma, oui, c'est sur le long terme, on verra ça un peu plus tard, quand on sera un peu plus avancé, etc. Alors je vais vous permettre, parce que j'ai noté pour cette réunion, de vous rapporter deux pensées par rapport justement à nos concitoyens. J'ai deux pensées intéressantes, me semble-t-il, et que nous devrions prendre en compte quand on fait quelque chose et qu'on pense peut-être pas toujours aux autres. Il est dit, par exemple, qu'il ne faut pas attendre que les gens soient éduqués pour leur donner des responsabilités publiques. C'est l'inverse. C'est le fait d'être responsable qui oblige. Et la dernière, et je m'arrêterai là car je ne veux pas philosopher, la démocratie s'apprend localement. Donc j'espère que sur ce dossier, comme sur d'autres, il y aura davantage de communication avec le public concerné et les impôts qu'il verse. Merci pour votre intervention. Je pense que tout le monde a écouté avec la plus grande attention, y compris l'aspect philosophique. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons passer. Ah pardon, Madame Lardégois. Pardon. J'ai oublié de remercier Monsieur le maire de sa réponse. Alors moi j'ai de la chance, en fait, j'ai une relation privilégiée avec un seul interlocuteur, c'est vous, Monsieur le maire, quand j'ai un problème. Mais en fait, ma question a porté surtout sur les concitoyens. À tout le monde. Et Monsieur Potron, il a répondu. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, oui, est-ce que c'est sur les en listes fait, d'athlétisme? ma question était beaucoup plus directe. C'était sur le fait, en fait, d'avoir un ou plusieurs interlocuteurs. Il faudrait avoir dans chaque commune un interlocuteur CA et CETRIS. Voilà, c'est tout. Et ça serait peut-être plus simple pour avoir une meilleure coordination plutôt que de passer donc par des voies privées. Tout ce qui peut aller dans le renforcement de la communication entre les communes et l'agglomération, ça va dans le bon sens. Et je pense qu'on a envoyé des signes assez récents dans ce sens-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez raison, c'est important d'améliorer la communication entre les communes et l'agglo. Je rappelle que l'agglomération, en fait, est au service des communes. Et en ce qui me concerne, c'est le maximum pour les services également, les élus, les vice-présidents, l'administration également. Je pense qu'on s'est amélioré ces derniers temps et on peut encore le faire. Il nous reste 5 mois. Et après, on verra. J'espère. Wait and see. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération suivante, Hélène Verdune.
Alors, il s'agit de l'approbation du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier, c'est-à-dire le PIDAF de la communauté d'agglo. Donc, le PIDAF vise à programmer les travaux d'aménagement des espaces naturels pour faciliter l'accès des secours en cas d'incendie, tout en assurant la sécurité des personnels engagés. La communauté d'agglo, sous Sainte-Borne, assume sa compétence de protection des espaces naturels au travers du PIDAF depuis 2017. De manière générale, une étude PIDAF prévoit et planifie tous les travaux de défense de la forêt contre les incendies, notamment le débroussaillement, la maintenance des pistes aux normes de sécurité, des citernes ainsi que des barrières et de la signalétique spécifique, pour une période de 10 ans minimum. Cette actualisation a intégré les travaux effectués par les partenaires et par les collectivités voisines. De manière générale, les principales infrastructures des FCI ont été conservées. Pour ce qui est du débroussaillement, une augmentation importante des zones débroussaillées a été retenue avec la transformation de ZAE, c'est-à-dire zone d'appui élémentaire, en ZAP, c'est-à-dire zone d'appui prioritaire. Les éléments qui composent le nouveau PIDAF sont composés d'un rapport avec l'annexe cartographique, d'une évaluation environnementale qui vise à décrire les effets de la mise en œuvre du programme PIDAF sur chaque enjeu environnemental, et des fiches ouvrages actualisées avec mise en place d'une numérotation actualisée au nouveau standard du SPIS. Le prix du PIDAF actualisé est estimé à 6 314 653 € hors taxe pour 10 ans, soit un budget annuel à prévoir de l'ordre de 757 758 € TTC, c'est-à-dire un objectif très ambitieux qui ne pourra être atteint qu'avec le soutien du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Conseil départemental du Var, de l'État et de l'Union européenne. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le PIDAF et de prévoir chaque année le budget nécessaire au budget principal. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est une décision modificative pour le budget d'assainissement. Alors, vous avez un tableau avec plein de zéros, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire grand-chose, sinon que tout se passe à l'intérieur du chapitre. Ces transferts de crédits qui n'ont aucune incidence budgétaire. En l'occurrence, il s'agit simplement d'ajuster la refacturation du personnel et services support. Ça veut dire, en gros, on en a parlé tout à l'heure, des agents de la CALB participent à ce travail et donc il y a une refacturation du personnel. Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Pour le budget annexe GEMAPI, c'est exactement la même chose. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc on passe à une délibération qui est fondamentale, le rapport d'orientation budgétaire. Alors, avant de passer la parole à la directrice des finances, qui va vous peut-être présenter le diaporama que vous avez sous les yeux, quelques observations un petit peu générales. On a un contexte national, voire international, mais qui ne nous rassure pas et qui ne nous permet pas d'élaborer un budget avec une sérénité parfaite. Je ne vous détaille pas ce qui se passe au niveau du budget, à la fois du budget de la sécurité sociale, la navette qui est en route, qui va faire un retour avec quelques surprises qui nous attendent certainement. En matière de finances pour les collectivités locales, les surprises ne seront pas forcément réjouissantes. Ceci dit,
En ce qui concerne la communauté d'agglomération, on n'est pas si mal que ça. Le budget global, donc, c'est 116 millions d'euros, avec 59 millions d'euros pour le budget principal. Et nous avons aujourd'hui une bonne situation financière, avec quelques inquiétudes pour l'avenir. Et ça nous permet notamment de pouvoir mettre en œuvre le fameux schéma directeur des eaux pluviales, mais aussi les deux autres que nous avions votés il y a déjà 2 ans, celui de l'eau et de l'assainissement. Il y a pas mal de chantiers qui sont lancés ou qui vont être lancés, le plan de mobilité, il vient d'y avoir un peu public, ça va revenir devant vous. On a eu des observations de la région qui sont tout à fait intéressantes à analyser, donc ça on reviendra dessus le moment venu. Il y a dedans le schéma directeur cyclable, bien évidemment, la mise en œuvre du PCAET, le travail sur le PLH, etc. etc. Les montants investis dans les travaux en 2026, donc le budget principal, 12 millions d'euros, le budget de l'eau, 2,9 millions d'euros, assainissement, 8,8 millions d'euros, budget GEMAPI, donc des travaux de renaturation des berges, des cours d'eau, 120 000 euros, et puis l'aspect études stratégiques lié au recul du trait de côte, pour 240 000 euros, le budget de transport, 1 million d'euros, et pas de hausse de la fiscalité envisagée, bien évidemment. Pour l'instant, on n'a pas une idée très précise des bases, mais je pense que vous avez suivi le débat, l'annonce récente sur la modification des valeurs locatives. Bon, on attend de voir ce que ça donne. En ce qui concerne la politique de désendettement, toujours la même chose. On a un endettement qui est maîtrisé, mais depuis déjà quelques temps, l'idée c'est de ne pas faire de nouveaux emprunts. Et normalement, donc s'il n'y a pas de nouveaux emprunts, ce qui devrait être le cas, l'encours de dette consolidée, c'est-à-dire incluant les budgets annexes, devrait passer de 51 millions d'euros aujourd'hui à 46 millions d'euros dans un an, avec une capacité de désendettement, donc c'est le marqueur le plus important pour une collectivité, donc c'est l'encours de l'emprunt sur l'épargne brute, qui est largement en dessous du seuil critique. Seuil critique étant aux alentours de 8, 10, 12 ans. Là, on est à 2,14 prévisionnel sur le budget principal et 2,6 en consolidé, donc ce qui reste tout à fait bon. Le taux d'épargne brute prévisionnel est à 19%, ce qui est bon également, donc pour le budget principal, puisque là aussi on a un seuil aux alentours des 10%, et pour la capacité des endettements le plus bas possible, pour le taux d'épargne brute, il doit être le plus haut possible, puisque c'est le rapport de l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement. Donc ça nous permet de financer les investissements que nous avons prévus, que nous essayons de lancer. J'en profite pour remercier notre nouveau directeur des services techniques qui s'est penché avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement et de motivation sur le fameux PPI, programme pluriannuel d'investissement, avec la directrice des finances d'ailleurs, et ça commence à prendre tournure. Voilà, je tenais à le souligner. Et donc, malgré ces incertitudes au niveau national, la CALB peut se permettre d'avancer, de lancer un certain nombre de travaux, notamment de répondre aussi aux enjeux environnementaux, parce que tout le monde y est de plus en plus sensible. Et je ne vais pas monopoliser la parole.
je la ferai volontiers, mais je laisse à la directrice des finances le soin de préparer le rapport d'orientation budgétaire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Oui, le micro marche très bien. Pardon, vous m'entendez bien. Je m'entends très bien également. Donc voilà, pour vous présenter le rapport d'orientation budgétaire 2026 qui concerne le budget principal ainsi que les 7 budgets annexes de la communauté d'agglomération. Pour rappel, le ROB est un document qui est présenté sous forme de rapport qui statue sur l'état des orientations budgétaires d'une collectivité locale ou en l'occurrence d'un EPCI pour les années à venir. Il doit être présenté préalablement au vote des budgets primitifs qui aura lieu le 15 décembre prochain. Donc, nous allons aborder rapidement, Monsieur le Président a déjà dit beaucoup de choses, le contexte, le projet de loi finance, en tout cas sa situation à ce jour, les orientations de la SASSB, les orientations par budget, un focus sur la gestion des ressources humaines, un sur la gestion de la dette et un sur les ratios financiers. Donc le contexte, je passe un peu vite, mais effectivement, malheureusement, les années se suivent et se ressemblent. Actuellement, toujours un contexte marqué par des tensions géopolitiques et par une instabilité politique au niveau national, des difficultés à sortir un projet de loi de finances et un budget pour l'État. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'il y aura un effort demandé aux collectivités pour participer au redressement des finances publiques. Le montant global des budgets géré de 116 millions d'euros, Monsieur le Président vous l'avait dit, et les dépenses importantes à venir en termes de mobilité, notamment avec les pistes cyclables, du recul du trait de côte, le programme d'action de prévention des inondations, la gestion du pluvial également. Ce dont on n'est pas encore sûr en revanche, mais ça se profile, ce serait une contribution, ce serait nouveau pour l'agglo, une contribution au DILICO, estimée pour l'instant par Intercommunalité de France à 378 000 euros. Donc le projet de loi de finances, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais vendredi, ça a encore été rejeté. Donc voilà, ce que je vous disais, le ROB pour l'agglo, en tout cas, lui a été préparé avec une baisse générale des dotations de l'État, c'est ce qui se profile, pardon. Également au niveau des allocations compensatrices, relevant des locaux industriels, il devrait y avoir une baisse des bases, et ce qui ferait un manque de 350 000 euros pour l'agglo. Le DILICO, à nouveau. Il devrait y avoir également un changement de calendrier du versement du FCTVA, ce qui générerait pour l'agglo une année blanche, soit en 2026, une perte de 1 million d'euros de recettes. Le fonds vert, lui, se réduirait encore a priori de 500 millions d'euros, et toujours un verdissement des soutiens d'investissement, c'est-à-dire que ce sont les projets à dimension écologique qui seront priorisés et qui auront droit à des subventions. Les orientations de la CSSB, donc cette situation financière qui se caractérise par des dépenses qui augmentent constamment et des dépenses également rigides, notamment avec les attributions de compensation, la contribution au SDIS, le FNJR et le FPIC, le FNJR lui est figé, mais le FPIC augmente tous les ans, et désormais des subventions au budget annexe des transports et du tourisme qui s'avèrent indispensables. Les recettes, elles, sont essentiellement fiscales, donc des marges de manœuvre limitées, puisqu'on ne peut pas l'actionner à tout va, et de nombreux projets structurants à financer. Donc pour 2026 et les années futures, les propositions sont d'inscrire les budgets dans le respect des orientations de maîtrise des dépenses de fonctionnement, d'optimisation des sources de recettes autant que possible, donc pas d'augmentation des taux de taxes intercommunales, un recours raisonnable à l'emprunt, c'est-à-dire que en budget primitif, vous verrez, parfois il y aura des emprunts d'équilibre inscrits, mais avec la reprise des résultats en budget supplémentaire 2026, tout sera fait pour soit les annuler, soit les réduire autant que possible. Une priorisation des grands travaux engagés sur le territoire et le respect des principaux ratios financiers. Par budget. Donc pour le budget principal, les principales orientations pour 2026 en recettes sont donc pas d'augmentation de taux de fiscalité, un budget préparé sans revalorisation des bases
toujours dans l'attente de la loi de finances pour 2026. Il serait question d'environ 1,7%, mais rien n'est sûr. Donc, on est parti sur des bases équivalentes. Un montant d'effraction de TVA versé qui est en baisse. Là aussi, l'État a annoncé qu'apparemment la TVA ne rentrait pas. Donc, on ne sait pas là non plus. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment baissé. Il faudra revoir ça éventuellement en budget supplémentaire quand on en saura un peu plus. Une baisse des dotations de l'État au regard des annonces d'économie et le travail toujours actif sur les subventions pour essayer de récupérer des recettes par ailleurs. En dépenses, il est prévu une augmentation de la contribution du SDIS de 75 000 € supplémentaires, au FPIC de 50 000 € supplémentaires. La subvention budget annexe du tourisme devrait être aux alentours de 500 000 € et celle pour le budget annexe du transport d'environ 1 million d'euros. Il y a des dépenses liées au programme pour la prévention des inondations de 200 000 € et des dépenses nouvelles, notamment sur les actions sur l'habitat et le développement économique, qui ferait plus de 300 000 €. Il y a également des augmentations de charges de personnel. Il y a une augmentation, il y a une coquille de la cotisation CNRACL, pas de la cotisation URSSAF. Du report en année pleine des recrutements 2025, donc sur 2026, et des recrutements nouveaux en 2026, le tout pour plus 700 000 €. Les dépenses d'équipement, elles, seront à hauteur de 12,5 millions environ. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le détail, mais en tout cas, pour les grands postes, il y a le pluvial qui fait à peu près 4 millions d'euros. La voirie également, alors là, je ne vois pas bien plus, 1,2 million environ. Le PIDAF, dont on vient de parler, pour 750 000 €. Et essentiellement, les principales dépenses, après ce sont des plus petits postes également, l'aménagement des centres-villes de certains villages. Pour les budgets annexes, en ce qui concerne le budget collecte des ordures ménagères, il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le taux, lui, est reconduit à 11,50%. Là aussi, les recettes sont estimées sans revalorisation des bases pour l'instant. Et le travail sur la redevance spéciale, pour l'instant, ramène 1 million d'euros environ par an. En dépenses, il est mis en place de nouveaux services de collecte des biodéchets, l'optimisation de la gestion des déchetteries et un nouveau service de collecte du verre en porte-à-porte. Ensuite, il y a la mise en place du mécanisme dont parlait M. le Président de remboursement entre budgets des charges support notamment, et ce dans un principe de sincérité budgétaire que vous retrouverez pour tous les budgets annexes. Le montant des dépenses d'équipement, vous avez tout le détail dans le projet de ROB qui vous a été transmis, est prévu à 2,9 millions. Pour le budget annexe de l'eau potable, les grandes masses en fonctionnement de son budget ont complètement évolué avec le passage en délégation de service public de toutes les communes au 1er janvier 2025. Là aussi, il est mis en place le mécanisme de remboursement entre budgets. Les travaux sont pris en compte notamment avec les schémas directeurs, dans la limite des capacités du budget, bien sûr, et avec un degré de priorité, travailler avec les communes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le montant des dépenses d'équipement est prévu à 2,9 millions également. Pour le budget annexe de l'assainissement, toujours le mécanisme de remboursement qui est mis en place. Et là aussi, la prise en compte des travaux issus des schémas directeurs, également dans la limite des capacités du budget et avec le même degré de priorité. Là, le montant total des dépenses d'équipement prévu pour 2026 s'élève à 8,4 millions. Pour le budget annexe de la GEMAPI, c'est un budget financé par la taxe GEMAPI, qui n'est pas prévu pour l'instant de toucher. Ce budget finance essentiellement la cotisation aux syndicats intercommunaux, syndicats mixtes de la REP du Grand Valat et syndicats mixtes du bassin versant de Gapot. Il est mis en place également le mécanisme de remboursement. Et la stratégie d'investissement pluriannuel qui est importante à définir avec la lutte du recul contre le trait de côte, qui pourra être étudiée une fois que les études stratégiques et cartographiques seront faites.
Pour l'instant, le montant des dépenses d'équipement 2026 est prévu à hauteur de 600 000 euros. Pour le budget annexe des transports, qui s'équilibre désormais, vous le savez, avec une subvention du budget principal, il y a de nouvelles dépenses à prendre en compte, des lignes régulières de la desserte du parc d'activités de Signes, une ligne estivale reliant le Haut-Pays et le littoral, des navettes pour les jours de marché pour certaines communes, des navettes interquartiers et des navettes estivales, je pense que c'est une redite, et des études pour le développement du covoiturage. Là aussi, il est mis en place le mécanisme de remboursement des charges support. Il est en cours un questionnement sur la compétence à retenir pour les travaux de création des pistes cyclables, savoir si ça relèvera de la voirie ou si ça relèvera de la mobilité. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Les dépenses d'équipement pour 2026, elles, en l'état, sont prévues à 1 million d'euros. Le budget annexe du tourisme qui est financé à 100% par la subvention du budget principal, avec une compétence tourisme à mettre en œuvre et des dépenses pour la promotion touristique, de création de circuits, de catalogues promotionnels et de flyers. Pour le budget annexe du SPAN, il n'y a pas d'évolution majeure en 2026, ce budget enregistrant les recettes de contrôle et la refacturation aux prestataires qui effectuent ces contrôles. Au niveau de la gestion des ressources humaines, il est prévu une augmentation de 22% des charges de personnel en 2026. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour tenir compte de l'augmentation de la cotisation CNRACL, du glissement vieillesse-technicité, du report en année pleine des recrutements qui ont été effectués en 2025 et de l'enveloppe nécessaire au recrutement envisagé en 2026. Malgré cette augmentation, les dépenses de personnel ne représentent toujours que 12,8% des dépenses de fonctionnement. Sachant qu'au niveau national, ce pourcentage est plutôt aux alentours de 40%. Au niveau de la gestion de la dette, Monsieur le Président, vous l'avez dit également, il y a toujours une trajectoire de désendettement qui se poursuit. Donc au 31 décembre 2026, hors éventuel emprunt, l'encours de dette s'élèvera à 45 millions, 46. Au 31/12/2025, il était de 50 millions, donc on voit bien qu'il y a 4 millions d'écart et le désendettement qui se poursuit. Vous pouvez voir également que c'est le budget principal qui concentre à peu près 44% de la dette, suivi par le budget assainissement avec 25% environ et le budget eau 20%, les autres budgets étant anecdotiques. Au niveau des ratios financiers, surtout le ratio de l'épargne brute, parce qu'il est important que vous sachiez qu'il y a deux ratios principaux, l'épargne brute et le taux d'épargne brute, ainsi que la capacité des endettements qu'il faut prendre ensemble pour pouvoir vraiment apprécier la santé d'une collectivité. Bon, on voit que les niveaux d'épargne du budget principal sont bons, et comme le disait Monsieur le Président, pour 2026, le taux d'épargne brute prévisionnel est de 19%, donc au-dessus des 10%, qui est le seuil limite. La capacité de désendettement prévisionnel, elle, donc avec le désendettement qui se poursuit, est de 2 années 14. Là aussi, un bon ratio, pas de problème pour l'instant. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Madame Pellegrin, c'était clair. Place aux questions. Deux remarques. Tout d'abord, merci pour cette agréable présentation sur des éléments plutôt désagréables. Et personnellement, je m'arrête simplement à deux remarques qui n'ont pas une grande importance, mais qui m'intéressent et qui intéressent, je pense, nos concitoyens. Il me semble que dans la première page, vous mettiez
au même niveau le trait de côte, les inondations, les pistes cyclables. Je suis favorable aux pistes cyclables, mais je ne les mets pas dans les priorités au même niveau que les inondations et que le trait de côte. Je pense que là, il serait bon de hiérarchiser différemment les urgences et l'urgence, me semble-t-il, c'est la détérioration du climat. Ça, c'est ma première remarque. La seconde concerne les recrutements, les effectifs. Je suis favorable à l'emploi, ancien syndicaliste. Je pense que Sud-Saint-Baume a besoin effectivement de s'étoffer, puisqu'on lui demande davantage de travail. Ce qui interpelle nos concitoyens, c'est que dans le même temps qu'une structure se développe et est efficace, les communes, de leur côté, et je ne vais pas faire plaisir en disant cela, ne manifestent pas nécessairement des baisses d'effectifs ou des baisses de charges de personnel. Pourtant, il me semble que lorsque on décide de se rassembler, de s'associer pour travailler mieux et moins cher, cela sous-entend, en tout cas c'est ce qui se passe au niveau des entreprises, que, eh bien oui, il y a des secteurs où les charges baissent, charges de personnel, au bénéfice de la structure centrale. Pourrions-nous avoir un regard sur ce dossier, c'est-à-dire évolution positive de la structure centrale, quid des structures secondaires? Secondaire ne veut pas dire mineur. C'est sans compter pour les engagements de l'État. Vis-à-vis de collectivités territoriales à l'aune de la crise. Donc, première observation, la diapo n'avait pas pour vocation de hiérarchiser. Donc, je répondrai de deux manières. Ma première, en revenant sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en quelques semaines, notre directeur des services techniques a avancé sur le TPI, a prévu des travaux à l'échelle de déjà l'année prochaine. Donc, on avance concrètement, plus rapidement qu'auparavant. En ce qui concerne la détérioration du climat, alors c'est vrai que en même temps il y a urgence à prendre le phénomène en considération, mais les moyens d'agir ne se définissent pas en un instant pour nous aider, notamment sur le trait de côte. On a commandé une étude à l'ODAT qui s'intéresse à la fois à la cartographie et à la stratégie future. Je pense qu'on va s'appuyer largement dessus pour avancer, et on n'avancera de toute façon pas tout seul. L'enjeu est très important pour les années à venir. Je ne peux que vous rejoindre sur cet enjeu, mais sur la temporalité, je dirais qu'il faut prendre le temps de faire les choses de manière coordonnée et cohérente. Pour ce qui est Philippe Barthélémy, vous voulez pas ajouter quelque chose par rapport au trait de côte? Je peux parler si vous voulez, mais je le sais. Jamais pris au dépourvu. La question, je dirais, de M. Cottereau, je pense qu'elle est importante.
elle est importante pour une raison. C'est que dans nos diverses communes, nous avons des personnels dont l'affectation n'est pas une affectation unique sur des objets qui ont été transférés. Ça, c'est le problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a un domaine où ça a bien fonctionné, et ça a été les ordures ménagères. Puisque quand il y a eu le transfert des ordures ménagères, par définition, dans nos communes respectives, en tout cas celles qui étaient en régie à l'époque, il va de soi que des agents ne faisaient que ça. À partir du moment où il y a un agent qui ne fait que une activité qui relève du transfert, il va de soi qu'il y a un plus d'un côté et moins de l'autre. Votre observation, je dirais, devient une observation tout à fait pertinente à 2-3 éléments près, mais qui concernent, par exemple, le service du personnel, le service des finances, qui par définition sont pas du plan. Pour les autres transferts, il n'y a pas dans nos communes respectives une personne qui ne fait que les grilles du pluvial pour faire plaisir à Madame Larley-Droit. C'est-à-dire qu'un agent va faire, certes, de l'entretien des grilles, mais la même personne, à un autre moment, fera quelque chose d'autre sur de la voirie. Donc, si vous dites, il y a un transfert, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas pouvoir transférer une demi-personne. Ça n'a pas de sens. Alors, où vous avez des communes de très grande taille qui s'unissent dans le cadre d'une métropole ou autre, où là, ça peut avoir un sens, où on a des communes de la taille des nôtres, où, par définition, il y a énormément de polyvalence. Et donc, il y a une opposition majeure entre la polyvalence et les transferts en ce qui concerne le personnel. Voilà, si vous voulez, le sens de ce que je me permets de répondre. Hein. Le président a eu la courtoisie de me donner la parole. Il va de soi. Il va de soi pour le trait de côte. Un trait de côte, c'est différent. Puisque par définition, aujourd'hui, dans nos communes respectives, il y a 0 personne qui s'occupe des traits de côte. Et à partir du moment où on a par définition 0, je crois que ça fait partie des prévisions de la communauté d'Aglo, que d'embaucher une personne qui va s'occuper des traits de côte. Parce qu'il ne peut pas y avoir personne, ça n'a pas de sens. Et là, je crois que c'est important, parce que le trait de côte, je dirais, ça va avoir toute une série d'implications. Pas simplement la première étude où on va, je pense, recourir au CRMA, où on va recourir au Bureau de recherche géologique et minière, enfin, des spécialistes. Pardon, j'ai dit au-delà tout à l'heure, c'est CRMA, pardon. Donc, ça va forcément, je dirais, tourner dans ce type de choses, mais les implications peuvent être excessivement grandes, puisque le président évoquait les problèmes climatiques, mais je dirais, indépendamment de tous ces problèmes-là, c'est vrai qu'il y a aussi des effets urbanistiques. Et on commence à avoir les premières demandes d'usagers dans nos communes respectives. Voilà. Donc là, il y a un véritable enjeu. Et je crois que c'est un bel enjeu pour l'AGLO que d'y répondre, puisque c'est l'AGLO qui a la compétence en matière, justement, du trait de côte. Voilà, merci. Merci, monsieur le vice-président. Excellent, comme d'habitude. La prochaine fois, peut-être je vais m'imiter. Non, c'était très bon. C'était très bon. En plus, c'est une excellente transition par rapport à l'aspect, deuxième aspect concernant le personnel. Effectivement, il faut le souligner, le transfert du personnel n'a pas eu lieu avec le transfert de compétences. Je parlais tout à l'heure du schéma directeur des eaux fluviales, les autres schémas également. Donc on a pris la compétence qui
en 2019, de manière anticipée d'ailleurs, mais il y a eu le transfert de personnel qui allait avec. Pour répondre à votre question, sur le trait de côte, Philippe Barthélémy disait que il fallait embaucher bien évidemment une personne dédiée. Je pense que vous avez bien lu le rapport d'orientation budgétaire. C'est prévu effectivement, c'est sur la liste. Je ferai une observation que je faisais déjà avant même d'être président de l'agglomération. En matière de charge de personnel, effectivement, on est très en dessous de la moyenne, puisque aujourd'hui on est à 13% par rapport aux dépenses totales de fonctionnement, ce qui est très faible, puisque la moyenne pour les EPCI donc, est un petit peu au-dessus de 37%. Donc vous voyez, le delta est considérable. On a recruté à la fois dans l'administratif et dans le technique. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on recrute dans le technique pour pouvoir assurer le mieux possible les compétences qui nous ont été confiées. Et cela dans tous les domaines. Donc c'est on commence bien évidemment à travailler dessus. Ça ne va pas se faire là aussi en quelques semaines ou quelques mois, c'est du travail de longue haleine. Donc les choses sont lancées et je charge pour la prochaine équipe de poursuivre ce travail qui est entamé. Donc je vous rejoins également sur cet aspect des choses. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Non. Je pense qu'il faut. Voilà. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose pour votre information. Ça me semble intéressant. Donc, la situation financière aujourd'hui est bonne. Il y a quand même quelques menaces qui pèsent sur nous. Tout à l'heure, on parlait du DICO, le dispositif de lissage, qui a été vendu par le gouvernement, qui est une manière de reprendre ce qu'il peut donner de l'autre. Ceci dit, il ne donne pas grand-chose, puisqu'au niveau de la dotation globale de fonctionnement, que ce soit sur la dotation d'intercommunalité ou sur la dotation de compensation, on ne se dirige pas dans la hausse. Par contre, sur les prélèvements, oui. On a parlé de pas très loin de 400 000 euros pour ce fameux DIFO. Et actuellement, dans les travaux qui sont en cours, on évoque le fait de le multiplier par 2, par exemple. Bon, on verra ce que donne la navette. Voilà, donc il faut se méfier un petit peu de l'avenir, même si nous avons quelques excédents. C'est volontairement qu'on fait ce débat d'orientation budgétaire, qu'on va voter le budget dans pas très longtemps, donc le 15 décembre. Je pense que les enjeux, la discussion essentielle, on a pu l'avoir aujourd'hui. Comme disait Mme Pellegrin pendant sa présentation, et ça c'est très important, il y aura il n'y a pas de reprise du résultat comme ça a pu être fait en 2024. Pour moi, c'est de la bonne gestion de ne pas faire de reprise du résultat. Lors du budget supplémentaire, ça permettra de donner une orientation qui collera avec les objectifs de la future équipe. Les élus ne seront pas tous les yeux les mêmes, il va y avoir des changements dans les communes. Malgré tout, la trajectoire est lancée et
quelque chose de très important, c'est que, on parlait de l'emprunt tout à l'heure, je peux vous assurer dès maintenant, sauf, alors il faudrait vraiment que l'État nous tombe dessus, nous enlève des millions d'euros, ce ne sera pas le cas. Les emprunts qui pourraient être faits, on a parlé d'emprunts d'équilibre. Les emprunts d'équilibre, c'est simplement pour équilibrer le budget à un instant T, sans prendre en compte les excédents. Et donc, les excédents sont suffisants, je peux déjà vous le dire, pour que les emprunts d'équilibre, s'ils sont nécessaires, seront effacés au moment du vote du budget supplémentaire. Voilà. Je pense que c'était important de réinsister sur cet aspect des choses. Donc, vote contre, abstention, une abstention. Je vous remercie. Et donc, la délibération suivante. Alors, on passe sur des durées d'amortissement. Alors, c'est simplement pour prendre en compte l'évolution liée à la N57, donc dans une nomenclature différente, des comptes différents. Faut dire, peut-être en détail, les autres matériels et outils à l'incendie de défense civile doivent intégrer le compte 21568 avec une durée d'amortissement fixée à 10 ans. Donc ça, c'est la délibération numéro 12, et on aura exactement la même chose pour la délibération numéro 13. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Et on passe à la délibération numéro 14, Madame la vice-présidente, Suzanne Arnaud. Merci. Il s'agit du renouvellement de la convention avec le Centre de gestion du Var pour la fonction d'inspection en santé et sécurité du travail. L'autorité territoriale a l'obligation de désigner le ou les agents en charge de la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a conventionné avec le centre de gestion du Var pour la réalisation de cette mission comprenant au moins une intervention par an. Cette intervention donne lieu à la rédaction d'un rapport d'inspection. En outre, il est proposé une mission d'assistance technique et juridique pour notamment la mise à jour des documents obligatoires relatifs à la santé et à la sécurité du travail. Les agents du CDG, en charge de ces fonctions, bénéficient d'une expertise et d'une technicité reconnue pour la réalisation de ces missions. La convention arrive à son terme au 31 décembre 2025. Aussi, il est proposé de renouveler la convention pour 2 ans jusqu'au 31 décembre 2028. Merci beaucoup. Pas de vote contre, pas d'abstention. On passe à la dernière délibération. Madame la vice-présidente. Monsieur le Président, adhésion à la convention de participation santé du Centre de gestion du Var et participation mensuelle au financement des garanties au 1er janvier 2026. À compter du 1er janvier 2026, les employeurs territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour leur risque santé, frais liés à la maternité, à la maladie et aux accidents. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume participe déjà à ce financement à hauteur de 25 € brut mensuels pour les agents bénéficiaires d'un contrat labellisé, montant revalorisé en 2024. Le centre de gestion du Var a lancé une consultation publique afin de construire une convention de participation dans le domaine de la santé. L'offre de la mutuelle nationale territoriale a été retenue. Au regard des garanties et des tâches proposées par la MNT, il est proposé au Conseil communautaire, d'une part, d'adhérer à la convention de participation pour le risque santé à compter du 1er janvier 2026,
pour une durée de 6 ans et d'autre part de maintenir le niveau de participation à hauteur de 25,2 mensuels par agent ayant adhéré au contrat collectif. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu tout ça dans vos communes déjà, bien sûr. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Alors, donc le conseil est terminé, il est bientôt 7 heures. Pour information, la prochaine bureau communautaire, c'est le 8 décembre, et on va faire un tout petit coup de suite. Pas bien des structures. Le prochain conseil communautaire, on en parlait tout à l'heure, donc le 15 décembre. Et là, voilà, je vous regarde.